Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Éco-Débat où ce soir, immersion dans le monde de l'entreprise pour comprendre le malaise et y voir un peu plus clair dans le climat des affaires qui s'offre à elle, histoire de se projeter dans l'avenir et surtout avec cette nouvelle année que nous entamons. Et tout de suite, l'édito. Entreprendre, le mot nourrit les rêves et les success stories d'entrepreneurs font saliver les esprits en quête d'indépendance et de gains. Au Maroc, l'entreprise représente le noyau de l'économie, mais aussi son talon d'Achille. Certains diront que l'État ne remplit pas son rôle d'incubateur de l'entrepreneuriat. D'autres, en l'occurrence notre ministre de l'économie, appellent l'entreprise marocaine à sortir de sa zone de confort. Une position qui peut être compréhensible à un certain degré, puisque attirée par des incitations fiscales dans des secteurs tels que l'immobilier par exemple, eh bien nos entrepreneurs en oublient un protagoniste clé, le risque. Mais n'est-ce pas ce même gouvernement qui, année budgétaire après l'autre, multiplie les process pour appuyer PME et TPE? Qu'en est-il des résultats? Ces batteries de mesures dont sont-elles créatrices de richesses et d'emplois? Mais surtout, c'est bien beau de créer des entreprises, encore faut-il les garder en vie. La culture d'entreprendre au Maroc manque aussi d'esprit d'équipe. Du coup, l'économie d'échelle peine à monter en puissance. Dans le chapitre investissement et climat des affaires, le timer est déclenché en décembre dernier quand la Cour des comptes, dans un rapport au ton alarmant, a exposé aux souverains une situation préoccupante de nos centres régionaux d'investissement. Ce soir, audit multidimensionnel de l'entreprise marocaine en compagnie de mes invités. Amine Diouri, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable études et communications chez Inforisque. Bienvenue à vous. Merci. En face, et pour représenter l'entrepreneuriat, un entrepreneur et également consultant, Khalid Boussik. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et puis, parler climat des affaires sans un avocat d'affaires, ça ne se fait pas. Une voix que vous connaissez certainement. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de mettre un visage sur cette voix que vous avez peut-être croisée sur les ondes d'une de nos radios nationales. Mohamed Oulkhouer, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, dans une enquête, en tout cas la plus récente, le cabinet de recherche britannique Oxford Business Group, OBG, a interrogé individuellement plus d'une centaine de hauts dirigeants d'entreprises de beaucoup de secteurs, ou en tout cas tous les secteurs industriels de notre pays, afin d'évaluer le climat d'affaires au Maroc. Parmi les chefs d'entreprise interrogés, eh bien, notez que 70% ont déclaré que leur entreprise était susceptible, même voire très susceptible, de faire un investissement significatif au cours des 12 prochains mois, donc pour 2018. Alors messieurs, quelle est la situation aujourd'hui ? Et si vous pouvez nous dresser un état des lieux, comment l'entreprise marocaine entame-t-elle cette année? Je m'adresse à l'entrepreneur. Et c'est du vécu, donc vous y êtes tous les jours. Khalid Boussik, comment se profile cette année 2018 pour vous? Écoutez, je pense que, un peu comme le faire des entrepreneurs marocains, on est partagé entre euphorie et enthousiasme mesuré. Euphorie parce qu'il y a eu toute une batterie d'annonces l'année dernière sur les incitations fiscales, sur l'encouragement à l'investissement, l'employabilité, le plan d'accélération industrielle qui nous promet monts et merveilles jusqu'à des créations, je crois qu'on était à 500 000 emplois pour... à l'horizon 2020. À l'horizon 2020. Alors on s'approche à grands pas de l'horizon 2020, mais j'ai l'impression qu'on ne s'approche pas très rapidement des emplois. Donc 2018, évidemment, on a envie de commencer sur une note d'optimisme, mais encore faut-il que tous les acteurs de la place économique jouent le jeu. Je veux bien sûr parler des banques, des institutions et aussi des multinationales qu'on invite gracieusement à s'installer dans notre pays et qui devraient peut-être un peu plus se penser à raisonner écosystème et encourager aussi l'employabilité dans le tissu économique. Et la dernière chose aussi que nous souhaiterais pour 2018 aussi, ce serait de faire en sorte qu'il n'y ait pas une concentration de la production des richesses toujours dans les mêmes régions du pays, mais qu'au contraire, que cette dynamique accompagne la dynamique de régionalisation qui a été entamée l'année dernière. Donc on parle de l'état des entreprises. Amine Diouri, donc vous êtes en constante, ou en tout cas en contact constant avec cet état des entreprises marocaines. Oui. Selon vous, devrions-nous être optimistes, comme vient de l'évoquer Khalid Boussik, en l'occurrence grâce à ces annonces et à
ce projet de loi, en tout cas cette loi de finances qui donne un regard positif pour l'avenir, ou plutôt, il faut rester quand même sur ses gardes, les risques persistent? Alors, effectivement, je suis plutôt mi-figue, mi-raisin. Alors, oui, il faut être optimiste. Maintenant, il y a une batterie de mesures que les entreprises attendent. La principale, pour moi, ça reste toujours la loi sur les délais de paiement. Il y en a une qui concernait les entreprises privées et qui est entrée en vigueur à partir du 20 septembre dernier et qui n'a pas d'effet aujourd'hui puisqu'il manque des arrêtés pour la rendre effective. Aujourd'hui, je rappelle quand même que sur les 8000 entreprises qui meurent chaque année, beaucoup meurent à cause de ce problème de trésorerie, un problème justement de délai de paiement. Donc ça, c'est la première problématique. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité là-dessus. On sait juste qu'à partir du 1er janvier, l'État, les entreprises publiques sont aussi concernées par ces délais de paiement, le respect de ces délais de paiement. Et on a vu l'impact l'année dernière, le premier trimestre 2017. On a eu une hausse spectaculaire des défaillances d'entreprises, justement parce qu'on n'avait pas de gouvernement, parce que les délais de paiement sur les marchés publics avaient augmenté de manière exponentielle, et on a vu une concentration massive d'entreprises défaillantes. Donc on voit l'impact des délais de paiement sur la survie d'une entreprise. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, effectivement, toutes les mesures qui ont été annoncées par les lois de finances, la loi de finances 2018, il y en a effectivement beaucoup qui sont intéressantes. Je citerai entre autres l'entrée en vigueur de l'IS progressif qui devrait permettre à l'entreprise d'avoir un peu plus d'oxygène au niveau de sa trésorerie. Il y a aussi énormément d'annonces au niveau du financement des entreprises. Je citerai par exemple l'entrée en vigueur du fonds Innovinvest pour financer justement les entreprises innovantes qui souhaitent croître. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on attend. Je pense que 2018 sera plutôt une année où on va voir. On va attendre. On a passé quand même une année 2017 d'attentisme pur et dur. Mohamed El-Khouer. Oui, alors moi j'ai une vision un peu différente. Je suis assez déçu par cette loi de finances puisque je n'y vois que des mesurettes. Je n'y vois pas de mesures de fond, je n'y vois pas de projet réel porté par cette loi de finances, qui est quand même, il faut le rappeler, la première loi de finances de ce nouveau gouvernement. Oui. Donc un nouveau gouvernement qui arrive, il va tracer des lignes, nous montrer la direction, nous afficher une ambition. Je ne vois rien de tout cela. Je vois des mesures administratives, quelques allègements d'impôts, quelques mesures incitatives. Mais est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? Est-ce qu'on se dit, ils sont en train de mettre en place et de construire quelque chose qui va nous permettre de relever les défis qui sont ceux du Maroc d'aujourd'hui, le chômage, qui est quand même fondamental, la formation, qui est sans doute liée à celui-là, les dysfonctionnements administratifs récurrents, qui ne sont pas un constat que je pose moi, mais qui est partagé par tous, et en dernier lieu lors des discours royaux de l'année 2017. Est-ce que cette loi de finances, qui est quand même la ligne directrice, la colonne vertébrale de l'action gouvernementale sur l'année à venir, répond à tout cela? Je ne le crois pas. Et c'est pour ça que je suis plutôt déçu par ça, parce que je me dis, si c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux pour une première année, qu'est-ce que ça va être les années suivantes? Mais n'est-ce pas une continuité, Mohamed El-Khouer, n'est-ce pas une continuité de cette loi de finances 2017? Parce qu'il n'y a pas eu de grands changements, finalement. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien. C'est pour ça que je dis que je ne vois rien. Les problèmes sont toujours là. Les problèmes sont toujours aussi aigus. La réponse du gouvernement me paraît tout à fait insatisfaisante et ne semble, selon moi, pas être à la hauteur des enjeux auxquels ce pays est confronté. Partout dans le monde, on regarde, voyons là, le cas de la France, des pays qui sont proches, on voit que des mesures de fond sont prises, des mesures concrètes. On est en train de réformer de fond en comble un certain nombre d'institutions et de modes de fonctionnement dans différents pays. Après, on peut voir ça de manière positive ou négative, mais les États-Unis aussi font énormément de changements. Tous ces pays se disent qu'il y a urgence à agir. Ils agissent, certains selon moi dans le mauvais sens, mais en tout cas ils agissent. Chez nous, je ne vois pas. J'ai l'impression qu'on est confortablement installé. On se dit qu'on va activer 2-3 leviers. Ces leviers ne sont pas... je reviens juste à Amine Djoli. Ces leviers ne sont pas, en tout cas, comme l'évoquait Mohamed El-Khouer, assez impactants, en tout cas sur le moyen et long terme. Peut-être sur le court terme, c'est certain, ça a son effet quand même, que ce soit l'IS, que ce soit les exonérations pour les créations d'entreprises, la baisse de TVA pour d'autres. Exactement. Je pense il y a eu beaucoup de mesures. Je ne pense pas que ce soit des mesurettes. Je pense que la CGEM, avec le gouvernement, ont proposé des mesures que les entreprises attendent. Alors, évidemment, il manque peut-être la vision globale
peut-être qu'effectivement on ne l'aperçoit pas assez, mais je pense qu'au niveau de l'entreprise, ce qui nous manque aujourd'hui, enfin je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est pas d'avoir la vision globale, c'est de pouvoir survivre, d'avoir des mesures qui leur permettent de payer leurs charges chaque mois, d'avoir suffisamment de trésorerie, de survivre. À mon avis, c'est ça aujourd'hui. Et je parle aujourd'hui de 95% des entreprises. Je ne parle pas des 5% restantes qui sont en bonne santé, qui ont d'autres projets, qui vont innover, qui vont exporter, etc. Je parle de 95% de nos entreprises aujourd'hui qui ont un gros problème qui est le quotidien. Et ces mesures, je pense que pour beaucoup, vont aider justement déjà à tenir la route. À tenir la route. Je pense qu'il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Je pense qu'il y a des choses qui sont à prendre dans tout ça. Khalid Bouzik, donc vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de risques, puisqu'on parle de difficultés, nous allons bien sûr revenir à ces difficultés, que ce soit les délais de paiement, etc. Mais est-ce que ces mesures vous paraissent-elles bénéfiques pour votre business, in fine ? Alors moi je trouve qu'elles sont plutôt timides et elles manquent d'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que, effectivement, il faut le rappeler, c'est le premier projet de loi de finances de ce nouveau gouvernement et je trouve qu'il n'y a pas eu assez de prise de risque. Vous avez parfaitement raison de rappeler que dans d'autres pays voisins ou avec lesquels nous travaillons beaucoup, il y a des vraies réformes de fond qui sont faites. Il ne faut pas oublier que les 3/4 de notre tissu économique marocain est composé de TPE, de PME et d'informels. Et ce n'est pas toujours pris en compte dans les projets de loi de finances. Là, on a de belles grandes lignes qui sont tracées, mais toujours sans indicateurs et sans sanctions. Alors c'est bien beau d'essayer de sévir sur les délais de loi de paiement, mais s'il n'y a pas de sanctions derrière, s'il n'y a pas d'indicateurs et s'il n'y a pas de vérification, eh bien on se retrouvera en 2019 avec un nouveau projet de loi de finances, avec une nouvelle idée de réforme sur les délais de paiement, sans réelle vérification ou sanction. Les entreprises, comme vous venez de le dire, elles ont besoin de respirer, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin de rassurer leurs banques. Et pour ça, elles ont besoin que les donneurs d'ordre ou que les institutionnels jouent le jeu, et pas uniquement sur les délais de paiement, sur les transparences de réponses aux appels d'offres, de consultation et d'ouverture aussi à la concurrence. Est-ce qu'il est possible, Mohamed El Khouer, de contractualiser justement le privé pour qu'il s'engage aussi, hein ? Parce qu'on parle d'engagement de l'État. Vous avez largement critiqué ce rôle de l'État pour faire avancer les entreprises, mais l'entreprise aussi a son rôle dans sa survie, pour avoir sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir un barème pour chaque entreprise, les bons et les mauvais élèves ? Bien sûr, mais c'est justement ce qu'on demande, et je crois que c'est ce qui a été évoqué de manière indirecte à travers ce concept d'informel, et de dire, certains jouent le jeu, on ne s'adresse qu'à eux, on ne sanctionne que cela, et il y a une très grande partie qui sont dans l'informel, qui échappe absolument à tout type de contrôle, de surveillance ou de sanction. Donc, et naturellement, il faut responsabiliser les entreprises, mais on les responsabilise à partir du moment où on leur explique où on va, quelle est la démarche. L'entreprise, de manière générale, n'attend pas de l'État qu'il lui donne quoi que ce soit. Elle attend simplement qu'il mette un cadre qui lui permette de travailler sans trop de contraintes. Quand on demande quand le patronat s'assoit littéralement avec le chef du gouvernement pour demander plus de réformes, en tout cas fiscales en l'occurrence, les entreprises en leur demandent aussi. Ce qu'elles demandent, c'est de la prévisibilité et de savoir que les règles seront appliquées de telle ou telle manière. C'est cet élément de sécurité juridique qui est fondamental. Ce que les entreprises ne souhaitent pas, c'est justement d'avoir des changements chaque année sur la manière dont les règles sont appréhendées, sur la manière dont le texte va être appliqué en fonction de l'inspecteur des impôts qui va vous contrôler. Et que si vous êtes contrôlé par X, ce ne sera pas la même chose que par Y, puisqu'il n'applique pas les textes de la même manière. Et ça, encore une fois, ce n'est pas mon analyse personnelle, c'est celle que fait la DGI elle-même, où ils nous disent on va refonder le Code général des impôts pour que ce soit clair, qu'il n'y ait pas trop de marge d'interprétation, qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Donc ça, c'est leur texte. Moi, ce que je dis, et c'est pour ça que je ne me sens pas saisi par cette loi de finances et je n'y vois aucun élan, c'est que ça, ce n'est pas des débats qu'on a depuis quelques semaines, c'est des années. Il y a eu des assises de la fiscalité. On s'est dit, on va réunir tout le monde, on va parler avec les experts comptables, les avocats, les chefs d'entreprise. Ça a accouché de quoi ? L'IS progressif ? Ça reste tout à fait marginal. Vous parlez de contractualiser. Contractualisons. Par exemple, l'élément pivot dans notre économie, ce sont les banques. Ces banques-là ne prêtent pas, ou la plupart ne prêtent pas aux entrepreneurs. Ils ne vous prêtent de l'argent que si vous avez autant à leur donner. Donc si j'ai de l'argent, je ne vais pas le demander aux banques. Pourquoi ces banques-là, on ne va pas dire l'IS pour elles, il ne doit pas être de 30%, mais il va être de 50 ou de 60, et on pourra naturellement aménager cela s'ils s'engagent et respectent un certain nombre de critères de mise d'argent sur le marché, de prêts aux entreprises, d'encouragement à l'investissement. On est tous obligés de mettre l'argent dans nos banques. C'est une obligation légale. Donc l'argent est dans les banques,
elles le gardent, elles font beaucoup d'argent, elles payent relativement peu d'impôts comparé à ce qu'elles gagnent, de l'argent et des revenus qui sont générés quand même assez facilement pour elles. Donc par exemple, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais j'aimerais qu'on ait un gouvernement ou des responsables qui réfléchissent à ce type de nouvelles solutions, de sortir un peu des sentiers battus, puisqu'avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, toutes ces mesures d'incitation, de réduction d'impôts par-ci, de promotion de l'investissement par-là, ça n'a jamais donné de réelles solutions. On se retrouve avec toujours un taux de chomage effrayant. C'est intéressant que vous parliez d'innovation. Juste un élément pour répondre, 95% des entreprises survivent, dit mon collègue. Alors si 95% survivent, on ne doit pas avoir une loi de finances comme ça, on doit avoir une loi de finances de combat pour se dire comment sortir de la survie 95% de ces entreprises pour les amener à vivre régulièrement, à être des contributeurs et à embaucher des Marocains. Mais est-ce que, puisque vous parlez d'innovation, est-ce qu'on innove assez aussi côté entrepreneurial ? Alors, je pense qu'effectivement, on est trop focalisé maintenant sur la loi de finances, mais il y a beaucoup de choses qui sont à côté de la loi de finances. La loi sur les délais de paiement n'est pas directement intégrée dans la loi de finances. Il y a d'autres éléments. Innovinvest qui est prise en charge aujourd'hui par la Caisse centrale de garantie. Donc, plus d'autres projets qui sont en préparation pour améliorer le climat des affaires. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont posées sur la table. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la concrétisation de tous ces projets. C'est ça qu'on attend. Délai de paiement, on attend la concrétisation. On attend un certain nombre d'éléments. L'IS progressif, je dirais, pour revenir sur cet aspect fiscal, pour moi, ce n'est pas une mesurée dans le sens où, concrètement, aujourd'hui, il y a près de 60... Juste pour rappel à nos téléspectateurs, donc pour l'IS progressif, le taux de 10% pour le bénéfice net inférieur ou égal à 300 000 dirhams, 20% lorsqu'il est compris entre 300 000 et 1 million de dirhams et 31% au-delà d'1 million. Mais si c'est 1 million... 1 million 5 ou 1, exactement. L'ancien barème faisait qu'en gros, si vous aviez 300 000 de résultats avant impôt, vous payiez 30 000 dirhams. C'est ça. Vous passez à 301 000 dirhams, vous payez 20%. C'est ça. Maintenant, avec l'IS progressif, vous restez toujours sur 300 000 à 10% et les 1 dirham au-dessus vont être payés sur un barème de 20%. Oui. C'est ça l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, on sait quand même qu'auprès de la DGI, 70% des entreprises déclarent de manière massive un résultat imposable négatif. Donc 30% payent et les 70% ne payent pas. Et c'est ça aussi, à un moment donné, il faut être aussi égalitaire au niveau de la perception des impôts. Il faut faire en sorte que tout le monde contribue de manière égalitaire à l'impôt et aux recettes de l'État. Après, se pose la question de l'inclusion de l'informel. Ça, effectivement, c'est une vraie problématique et ça demande une vraie volonté de l'État. Alors, effectivement, c'est très difficile de manier la carotte et le bâton. Surtout le bâton, on a peur de se retrouver on se retrouvait en 2011 avec ce qui s'est passé en Tunisie si on tape trop fort sur l'informel. Donc on essaye d'inclure cet informel de manière douce, progressive, justement via les mesures fiscales, notamment l'IS progressive, pour leur dire, écoutez, on va moins vous taper dessus si vous vous déclarez, vous paierez des impôts, mais moins qu'avant. C'est ça l'idée aussi, c'est d'inclure en douceur ce secteur de l'informel qui aujourd'hui nous échappe complètement. Mais je pense, je peux me permettre, que pour ça, il faut aller aussi un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, regarder ce projet de loi de finances uniquement par le prisme comptable ou fiscal. Je suis d'accord, bien sûr. Pour l'informel, par exemple, je pense qu'il faut aussi inviter l'éducation et la formation. On doit encourager nos jeunes à avoir une logique entrepreneuriale, et ce, depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'au collège, au lycée, je dois être capable de me projeter en me disant je peux créer une entreprise, je peux créer de la valeur, je peux créer de la richesse. Parce que le grand oublié, je trouve, pour moi, enfin les grands oubliés de ce projet de loi de finances, c'est l'emploi et la formation. Ça ne suffit pas de juste exonérer ou d'inciter fiscalement les entreprises. Il faut aussi les encourager à créer de la valeur. Et on crée de la valeur avec le capital humain aussi. Donc il faut encourager sur la formation et sur l'innovation. On a une pépite au Maroc qui s'appelle le Technopark. On était avant-gardiste sur le sujet. Je trouve qu'il faudrait démultiplier cette logique du technopark un peu partout et même dans le système scolaire. On ne peut pas dire aujourd'hui à nos étudiants, quand tu vas finir, si tu as les moyens, tu feras une belle école de commerce, si tu les as un peu moins, tu feras l'université, et après, peut-être que nos métiers mondiaux pourront t'absorber. Moi, je pense qu'il faut aussi, dans ce projet de loi de finances, encourager les entreprises à incuber des jeunes start-upers, des jeunes entrepreneurs ou des jeunes étudiants qui auraient envie de disrupter les sociétés, que ce soit nos grands groupes ou nos PME. Mais c'est justement l'idée du programme Innovinvest aujourd'hui qui est géré par la CCG. C'est justement, il manquait une brique en termes de financement de l'innovation. On avait des entreprises innovantes, mais pas de financement derrière. La banque n'est pas faite pour financer ce type de projet. Aujourd'hui, avec les fonds, on parle de 700 millions de dirhams qui sont posés sur la table, donc avec tout un écosystème qui est créé autour de la société innovante. Logiquement, on doit être capable justement de faire ressortir ces startups, de voir éclore des startups et de donner des modèles à nos jeunes justement pour leur dire créez votre entreprise, demain vous pourrez devenir la future Google ou
ou peu importe. Mais ce fonds, pardon. Oui, je vous en prie. Ce fonds exclut l'informel. On aurait pu envisager une petite fenêtre pour permettre à ces gens qui sont dans l'informel de pouvoir aussi se projeter et commencer à rentrer dans les clous et aussi apporter leur contribution. Alors, puisqu'on parle d'entreprendre, il y a cet aspect de risque. Quels sont aujourd'hui les risques qui sont récurrents? Mohamed El-Khouer, en l'occurrence, pour l'entreprise marocaine, la PME et aussi la TPE. Est-ce qu'aujourd'hui, on dispose des outils pour prévenir de ces risques? Est-ce que c'est bien d'encourager l'entrepreneuriat, mais il faut aussi savoir à quoi s'attendre? Mais les risques principaux, c'est nous qui les créons. C'est ça le drame, en fait, dans ce pays. C'est que les risques sont inhérents à l'administration et à son mode de fonctionnement. Et à tout niveau. Vous évoquiez les délais de paiement. Si l'administration avec laquelle vous contractez ne vous paye pas dans les délais et que quand, malgré ça, vous devez faire une procédure judiciaire, que vous obtenez gain de cause, que l'administration refuse d'exécuter le jugement, comment faire? Et c'est ça le véritable problème, c'est qu'une grande partie des difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés dans ce pays résultent d'une démarche administrative incohérente qui n'est pas compatible avec le mode de fonctionnement de l'entreprise. Vous parliez des CRI. Ça, c'est pas nouveau, les centres régionaux d'investissement. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons en détail parce que c'est en deuxième partie d'émission, certainement. Ça, c'est quand même pour moi un élément fondamental. Très, très Ce qu'on attend de important, l'administration, c'est simplement de ne pas être un frein, de ne pas ralentir pour des raisons parfois ubuesques le fonctionnement et le développement d'un certain nombre d'entreprises. Donc il faut pouvoir avoir un certain... C'est pour ça que je suis assez déçu sur le fonctionnement, je ne vois pas de vision. Et de la même manière, on a quand même une situation où on parle des entreprises. Un des éléments problématiques, c'est la manière dont l'administration fonctionne. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et après, c'est la concurrence. Et la manière dont la concurrence est gérée. On sait qu'on a une économie de rente et on sait qu'on a certains secteurs difficilement accessibles. Et dans une situation comme celle-là, alors que justement on a besoin de régulateurs, le Conseil de la concurrence, qui est le principal régulateur de ce pays, depuis 5 ans, il est en sommeil profond. Oui. Donc comment fonctionner? Vous vous adressez à l'administration, ils ne sont pas en mesure de vous répondre, vous vous dites j'ai un problème, je vais aller voir le Conseil de la concurrence, ils ont une belle villa à Rabat, il y a des fonctionnaires, mais personne ne pourra vous répondre. Il n'y a même presque plus de fonctionnaires. Quels sont justement, pour revenir à ces risques, il y a ce fameux livre 5 du Code du commerce qui date d'il y a 20 ans en fait. Il n'a pas été, on attend toujours en tout cas une version plus adaptée aux réalités du marché actuellement. Mais on peut carrément dire à Midjouri qu'il ne sert à rien puisque 9 redressements sur 10 finissent en liquidation judiciaire. Exactement, c'est ça la problématique. Est-ce un problème de timing? Est-ce un problème aussi de... juste de ne pas connaître ces risques-là, de ne pas peut-être de ne pas leur donner leur vraie importance? Pourquoi? Effectivement, une fois que l'entreprise est rentrée en redressement, le malade est déjà quasi mort. Donc il ne reste plus beaucoup à attendre avant qu'il meure complètement. L'idée, c'est peut-être d'intervenir plus en amont, d'intervenir en termes de sauvegarde, plutôt de prévention du risque de défaillance. Donc il faut des procédures pour ça. Il faut un système qui alerte l'entreprise, qui dise attention, alerte rouge, si vous continuez comme ça, vous allez finir dans le mur. L'idée de la réforme du livre 5, c'est un peu ça, c'est d'avoir un système juridique qui soit plus préventif. Que on arrive en fin de cycle, la fin est déjà là, l'entreprise est déjà quasi morte. L'idée, c'est vraiment de réformer, d'aller plus en amont en termes de prévention. Mais est-ce que les gens qui sont impliqués dans la réforme de ce fameux livre 5 sont-ils vraiment au courant de la réalité justement de ces entreprises? Vous avez cité le chiffre de 90%. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui est constaté par le ministère de la Justice. Donc, ils sont parfaitement au courant, oui. Mais je pense qu'ils le sont. Excusez-moi, la véritable problématique, elle est liée au délai de production des normes. On doit faire des réformes, on en parle tout le temps. Mais une réforme, on met plusieurs années, parfois des décennies à les sortir. Alors forcément, quand nos textes arrivent, enfin, après plusieurs années d'attente, ils sont déjà plus en phase avec le problème que l'on voulait traiter. Et ça, c'est un élément qui est, à mon avis, particulièrement préoccupant et sur lequel l'administration et le gouvernement devraient se focaliser de manière importante, c'est qu'on n'arrive pas à produire des normes suffisamment rapidement. Quand je vois qu'en France, ils ont pu réformer le Code du travail en 3 mois, je dis, mais c'est invraisemblable. Comment nous... Le Code du travail a 10 ans, on a encore certains arrêtés, décrets d'application qui n'ont pas été pris 10 ans après. Donc on a des textes, des articles du Code du travail qui ne sont pas applicables,
qu'on ne peut pas appliquer faute de décret ou de texte d'application. Ça a été évoqué tout à l'heure pour les délais de paiement. Donc c'est ça le véritable Donc problème. c'est une question de délai tout court. Non, mais c'est une question de machine, j'appelle ça machine à produire des normes ou des lois, peu importe. Mais on doit trouver des moyens plus rapides, plus efficaces. On est dans une société et un monde qui va vite. Si nous, la loi, vous évoquiez ce problème du traitement des difficultés des entreprises, on en parle depuis des décennies. On n'arrive toujours pas à le faire. Et on a des exemples criants. Vous voyez la durée que prend la liquidation de la Samir. La Samir, oui. C'est quand même invraisemblable qu'une entreprise comme celle-là, qui était un des fleurons de ce pays, qu'on ne soit pas en mesure de trouver des solutions dans un délai raisonnable. On a 4-5 000 personnes sur le carreau, on a un outil industriel fantastique qui est complètement mis en marge de toute production, et ça dure pendant des années. Je ne comprends pas comment. Je pense que pour le cas de la Samir, il mériterait largement une émission oui, c'est simplement entière. pour illustrer le délai, oui, parfaitement. Cette problématique de délai qui est, à mon avis, le mot le plus important auquel nous sommes confrontés. Et je voudrais juste rajouter une chose pour compléter, c'est que je suis complètement d'accord sur le principe. Aujourd'hui, on ne produit que des coquilles vides en matière de loi. C'est-à-dire qu'on produit une loi, mais il manque toujours les arrêtés pour les appliquer, ce qui fait qu'à la fin, elles sont inapplicables. Très bien. Messieurs, je vous propose de continuer le débat et la discussion juste après cette courte pause de publicité. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir à nouveau et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui au monde de l'entreprise. Alors juste avant la pause pub, nous évoquions ces difficultés auxquelles fait face l'entreprise marocaine. Et justement, il y a ces délais de paiement qui restent une problématique à laquelle, bien sûr, sont de plus en plus confrontées nos entreprises. Amine Dioli, quels sont les secteurs de l'économie qui sont les plus touchés par ce phénomène des retards de paiement? Avant, c'est l'immobilier, les BTP de manière générale, mais aujourd'hui, ça s'élargit à un spectre plus, enfin, en tout cas, à d'autres secteurs de l'économie. De manière statistique, déjà, on voit une corrélation nette entre délai de paiement et défaillance d'entreprise, et les trois premiers secteurs défaillants sont les trois premiers secteurs qui ont le plus gros problème en matière de délai de paiement, donc effectivement le commerce, l'immobilier et le BTP. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve et malheureusement d'année en année, on voit les chiffres augmenter, aussi bien en termes de délai de paiement qu'en termes de défaillance. Et bon, voilà, on ne fait que constater. Et l'assurance crédit, pourquoi on sent quand même qu'il y a une réticence face à cette, si je puis me permettre l'expression, airbag financier, enfin, pourquoi aujourd'hui les entreprises ne font pas vraiment confiance à cet outil? Alors, je dirais que, bon, peut-être que c'est aussi une question de coût, c'est une question aussi de secteur couvert. L'assurance crédit, à un moment donné, sur certains secteurs sinistrés, ne va pas couvrir l'ensemble du portefeuille du client parce que, justement, il veut limiter les risques après de sinistres. Donc, voilà, ça peut être une explication. Maintenant, en matière de couverture du risque, il y a l'assurance crédit, puis on peut aller vers le préventif, c'est-à-dire aller en amont, se renseigner sur son client, sur ses délais de paiement, sur les dirigeants, etc. Et ça, c'est le boulot du renseignement commercial. Khalid Boussi. Alors, ça ne résout pas le problème, mais au niveau de l'assurance crédit, ce n'est pas la solution miracle, parce qu'il y a d'abord les taux, qui sont extrêmement élevés. Et puis c'est un peu le sésame à obtenir, c'est le parcours du combattant pour essayer d'être assurable. Ce sont des seuils pour le moment très très bas, et aussi ça dépend du secteur d'activité dans lequel on se trouve. Si aujourd'hui je suis dans l'automobile, dans les nouvelles technologies, je peux éventuellement prétendre à quelque chose parce que ce sont des secteurs qui ont le vent en poupe, sur lesquels on a mis des projecteurs. En revanche, si je suis dans le bâtiment ou d'autres métiers pour lesquels on ne voit pas encore la vraie valeur ajoutée, eh bien, je peux vous dire que c'est plus que le parcours du combattant, c'est du domaine de l'impossible. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas la solution miracle, parce que là, ce serait déplacer le problème. Ce serait, à la rigueur, nous assurer sur une défaillance possible du payeur qu'il ne devrait pas avoir, puisque normalement, il est censé être sanctionné et respecter aussi son engagement, parce que dans la contractualisation, ce sont les deux parties qui doivent respecter. Voilà. Si j'ai fait ma prestation, si j'ai fait mes travaux et autres, je suis censé être réglé. Je ne suis pas censé, dès le départ, me dire que le risque va être multiplié par 5, que je dois d'abord assurer mon règlement à côté, quoi. Et encore une fois, avec des délais, des taux de paiement, des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés pour le moment. Voilà, je pense que le marché n'est pas prêt encore à ça. Quand on parle du Maroc, en tout cas selon une enquête du Centre marocain de conjoncture, beaucoup de patrons marocains pensent que le pays n'est pas assez compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un pays compétitif? Et quand bien même, si on parle d'un pays effectivement compétitif, est-ce que ces entreprises le sont? Ahmed El-Khouar. Ouais, c'est une question assez complexe. Ça dépend en réalité du secteur auquel on fait référence. Qu'est-ce qu'on a à offrir en termes de compétitivité, en gros? Parce qu'on est souvent à attendre la pluie. Un pays
principalement agricole, et c'est ce qu'on va exporter, l'agriculture. Après, il y a cette politique des écosystèmes et justement d'axer sur l'automobile, sur l'aéronautique et sur un certain nombre de secteurs, l'offshoring aussi qui a été évoqué, sur lesquels effectivement le Maroc a un potentiel intéressant, peut se positionner au niveau du marché et de la concurrence mondiale pour avoir un rôle à jouer. Après, tout cela nécessite que ce soit bien renforcé, qu'on puisse avoir, ce sont toutes ces mesures qu'on évoque, tout ce rôle de l'administration en support et pas en frein ou en outil de contrôle. Il faut qu'on sorte de cette vision un peu sécuritaire de l'économie en clair, qu'on fasse confiance aux entrepreneurs, qu'il y ait une présomption de bonne foi plutôt que de mauvaise foi. Quand vous adressez à une administration dans ce pays, il y a une présomption de mauvaise foi. Ils veulent vérifier 3 fois ce que vous dites avant de pouvoir assurer quoi que ce soit. Alors que si c'est juste un changement de paradigme, hein, ça ne nécessite pas de texte ou de loi particulière. C'est de se dire, il faut orienter l'administration, ce qui est prévu d'ailleurs dans la Constitution, pour qu'elle soit au service des citoyens. C'est ça. Entreprises publiques ou privées, particuliers. Et investisseurs, étrangers, enfin aussi. Locaux ou étrangers, parce que moi je suis toujours assez mal à l'aise avec cette distinction qu'on fait entre investisseurs étrangers et investisseurs locaux, où pour les étrangers ce serait tapis rouge, et pour les investisseurs locaux, là, vous attendrez dans l'arrière-boutique, on a un peu de temps à vous consacrer. Le gouvernement s'en défend en tout cas, sur plusieurs déclarations des ministres, que ce soit de Moulay Hafid El Alami ou de Mohamed Boussaïd, on se défend de donner plus d'incitation à l'investisseur étranger qu'au Marocain. Les zones franches qui peuvent s'y installer, c'est les étrangers. Hein. Vous ne partagez pas cet avis? La pratique prouve le contraire. C'est bien que le gouvernement s'en défende, et je comprends qu'il est à s'en défendre, mais la pratique prouve le contraire. Effectivement, lorsqu'on se rend dans une administration, on doit d'abord essayer de rassurer l'autre et d'expliquer 3-4 fois qu'on est de bonne foi avant de pouvoir avoir quelque chose qui est à la base notre droit, tout simplement. Voilà, comme vous l'avez rappelé, les institutions sont censées être au service des citoyens. Vous avez évoqué les CRI tout à l'heure, je ne sais pas si... Il y a eu ce discours du trône, le 29 juillet juillet dernier. Le souverain a clairement pointé du doigt, reddition des comptes, gouvernance, mais aussi ces CRI qui, il l'a expliqué clairement, au lieu de faciliter la tâche aux investisseurs, les freinent dans leur élan d'investissement et d'entrepreneuriat. Pourquoi, selon vous, les CRI, depuis leur création en 2002, après, effectivement, est-ce qu'on peut parler de manière générale et globale, parce que c'est une majorité de CRI qui ne font pas assez bien leur travail, pourquoi cet échec? Moi, je pense qu'à l'heure où on parle et on encourage la digitalisation des entreprises et des services, il faut aussi penser à ce genre d'institutions qu'il faudrait digitaliser. Le problème des CRI, parfois, c'est qu'on a en face de nous, alors je ne vais pas généraliser, mais pour en avoir fait quelques-uns dans quelques régions, c'est qu'on a parfois en face de nous des gens qui n'ont aucune vision de l'entreprise. Voilà, qu'ils ont une vision administrative de la chose, alors que nous, on a besoin, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a besoin d'action, on a besoin d'agir. On ne peut pas se permettre de revenir 4, 5, 6 fois sur une courte période avec des éléments à ramener, des choses à prouver, etc. Alors ça va pour les investisseurs marocains et étrangers. Donc et étrangers, mais comme l'a rappelé mon collègue en face, c'est beaucoup moins le cas, bizarrement, bon, peut-être par culture, quand ce sont des investisseurs étrangers, et surtout quand on dépasse certains seuils. Voilà. Mais moi, je me permets encore une fois de rappeler que ce qui fait vivre notre économie au Maroc, c'est le tissu PME, TPE. Donc, ce sont surtout à ces gens-là qu'il faut faciliter l'accès. Et je reviens encore à l'informel. Peut-être que si on encourageait les jeunes entrepreneuriats et l'informel, si on commençait à développer cette culture de la digitalisation des services, il y aurait peut-être moins de réticence à vouloir aujourd'hui être dans le déclaratif plutôt que de rester dans l'informel. Amine Diol. Oui, concernant les problématiques de la CRI, alors d'après ce que je comprends, c'est aussi une question de profil, de ressources humaines qui sont inadaptées. Mon collègue a parlé de vision administrative des choses. C'est vrai que ça n'aide pas non plus. Alors, il faut aussi rappeler que la mission des CRI, elle est double, c'est-à-dire accompagner les investisseurs, mais également accompagner les créateurs d'entreprises. Or, aussi, à ce niveau-là, il y a un vrai manque. C'est-à-dire, OK, il y a une création administrative de l'entreprise, mais derrière, il manque clairement un accompagnement. Et sans ça, on a du mal à voir nos entreprises grandir avec du bon conseil qui leur permet justement d'éviter les écueils liés à la création d'entreprise. On sait que dans toutes les entreprises qui sont défaillantes, c'est durant leurs 2 premières années que ça se passe. Pendant ces 2 premières années, il faudrait un accompagnement personnalisé de ces entreprises créées, justement pour qu'on leur dise au bon moment, attention, là, il faut changer peut-être le business model, attention, il faut revoir tes financements, attention, il y a un problème. Mohamed Oulkhouer, je sais que c'est parce que vous avez été le premier à évoquer ce point de centres régionaux d'investissement sur ce plateau. Oui, parce que
c'est une bonne idée. L'idée, c'était d'avoir ce que les Anglais appellent one closed shop et d'avoir en un seul lieu regrouper toutes les formalités nécessaires à la création d'entreprises et à la promotion de l'investissement. Donc l'idée est bonne, mais malheureusement, comme souvent, que ce soit au Maroc, mais on a un héritage français de ce point de vue-là qui est difficile à surmonter et dont on doit pourtant se séparer, c'est qu'on a tendance à, par de multiples procédures administratives, à briser l'élan, l'énergie des entrepreneurs, de tous ceux qui veulent essayer quoi que ce soit. Si en plus, aux côtés des CRI, on a des banques totalement fermées, personne ne peut surmonter ça. Vous n'aurez jamais aucun Google ou Facebook qui peut émerger dans une condition comme celle-là, où tout est administratif et les CRI ne regardent les choses que sous le prisme administratif, et de l'autre côté, les banques ne vous apportent jamais leur concours. Donc on a une vraie difficulté de ce point de vue-là. Les instructions qui avaient été données dans le cadre de la mise en place des CRI, il y a une haute lettre royale de 2002 qui prévoyait le cadre et qui était intéressante et qui était bien faite. Et il fallait notamment, à la création de ces CRI, mettre en place une sorte d'autorité ou un haut conseil de surveillance du fonctionnement de ces CRI. Ça n'a jamais été mis en place. C'était en pilote automatique depuis... On est en 2018. Depuis 2002. Depuis leur création en 2002. Depuis 2002. Alors il y a cet élément-là qui pose quand même problème, c'est que du coup... Et aucun ministre de l'industrie ou du commerce ou de l'intérieur successif ne s'est dit allons mettre le nez là-dedans et voir ce qui se passe, alors qu'ils reçoivent des réclamations et des doléances systématiques des citoyens et des entrepreneurs à chaque fois. Donc on a cet élément-là. Couplé à ça, on a une situation où on met à la tête de CRI des gens issus uniquement d'un moule administratif spécifique, et le CRI est conçu pour eux comme une étape préalable, un marchepied vers un poste de gouverneur ou de wali. Donc ils sont tous, sauf des fins connaisseurs de l'entreprise, de la mentalité des entrepreneurs, ils sont dans une vision sécuritaire. On est toujours sur cette situation des années 80-90, où on avait un ministère de l'Intérieur pléthorique, et donc on ne voyait l'économie qu'à travers le ministère de l'Intérieur. Et on est resté, à mon avis, dans cette psychologie-là. Et c'est pour ça ce n'est plus la réalité du marché. Non, la réalité du marché est tout autre. C'est plus la réalité du pays, mais c'est toujours la réalité administrative. Et donc, la société civile, les entreprises ont évolué beaucoup plus vite que l'administration. Et donc, on se retrouve dans cette situation où on va demander des choses aberrantes à des entrepreneurs dans le cadre de la création. C'est assez simple. On peut multiplier les exemples, certains auxquels j'ai été confronté moi-même, où on va par exemple expliquer dans une région du Maroc qu'on a un projet culturel, donc de développement culturel de la région, autour d'un certain nombre d'œuvres. On va vous dire il faut passer par le CRI, parce que c'est maintenant la nouvelle procédure. Vous passez par le CRI vous dit démontrez-moi la rentabilité financière de votre projet culturel. Je dis, mais c'est un projet culturel, il ne sera pas financièrement rentable, et ce n'est pas le but. Il dit, s'il n'est pas financièrement rentable, on ne peut pas vous accompagner. Je dis, oui, mais le projet est culturel, et votre cadre, ce n'est pas uniquement des projets rentables financièrement, ça peut être du culturel, du social, le cadre est général, parce que dans ces régions-là, c'est une région où il n'y a pas de foncier, donc tout le foncier sont des terres collectives, donc on doit passer par un cadre un peu spécifique. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a cette inadaptation d'un certain nombre de fonctionnaires dans certains CRI à comprendre et à saisir les enjeux et les réalités, et ça c'est un vrai problème. Mais comment expliquez-vous alors que certains CRI font mieux que d'autres, si effectivement tout le personnel est hautement administratif? Non, c'est pas partout, et puis ils sont sous la loupe. Ceux qui fonctionnent bien, c'est plutôt Casablanca, Rabat, on va donner des exemples très clairs. Mais forcément, à Rabat ou à Casablanca, on est très vigilant là-dessus, et vous allez avoir des situations où c'est des investisseurs un peu plus importants, qui ont de l'argent, qui ont des relais, qui peuvent... Pourquoi dans d'autres régions, ce n'est pas le cas? Non, parce que le problème aussi de cette situation, c'est qu'on a tout organisé au Maroc sur la base de est-ce que c'est gros, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent, est-ce que vous allez créer beaucoup d'emplois. Si c'est gros, important, vous créez de l'emploi, venez, on va vous aider, on va essayer de lever tous les obstacles, on va même vous dispenser de procédures qu'on appliquerait en matière de droit commun. Par contre, si vous êtes une petite PME, une TPE, un entrepreneur individuel qui a un projet, là, l'accueil, il sera un peu moins chaleureux. Et c'est cela le véritable problème, parce que l'essentiel des projets, c'est cela. Ce sont de petits projets, ce sont des petites entreprises. C'est 95% de notre tissu économique. Oui. Donc le mastodonte qui arrive pour créer 10 000 emplois, ça se produit quasiment jamais. Mais on a orienté notre administration sur cette cible. Donc on ignore tous les autres. Et c'est ça, à mon avis, la véritable problématique. C'est pour ça que je parle d'inadéquation. Ouais.
Effectivement, je suis en grande partie d'accord avec ce qui a été dit. Je rajouterai juste une chose. En matière d'accompagnement, donc on parlait de créer des Google, Facebook marocains. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un tissu d'entreprises innovantes qui existent aujourd'hui. Mais leur problème, c'est le financement. Ce n'est même pas l'accompagnement en tant que tel, puisqu'il existe une centaine d'incubateurs au Maroc. Le problème, c'est le financement. C'est le préamorçage, c'est l'amorçage. C'est-à-dire... C'est le crowdfunding, par exemple, qui n'existe pas chez nous. Et Alors en tout cas, dans le cadre légal, n'existe pas. Exactement, le crowdfunding, on en parle pour cette année. Ça fait partie des lois qu'on attend avec grande impatience, effectivement. Mais je veux dire, aujourd'hui, à côté du crowdfunding, je parlais d'Innovinvest, ça aussi, ça doit permettre justement d'apporter la brique qui manquait. C'est-à-dire, il y a l'entreprise innovante, il y a l'incubateur, c'est-à-dire qu'on incube, on fait penser le chef d'entreprise, on l'accompagne, mais à la fin, il n'y avait pas le financement. Maintenant, il y a cette nouvelle brique qui est le financement amorçage, préamorçage, capital et risque. Grâce à ça, ça doit permettre justement de voir naître des futurs Google marocains, ce que j'espère en tout cas. Alors, moi, ce sera un rêve pour moi, mais je pense qu'on a oublié une toute petite donnée aussi dans ce fonds Innovinvest, c'est la partie bancaire et export. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis une start-up marocaine, même si j'arrive à investir, je ne peux pas le faire à l'export. Je ne peux pas aujourd'hui créer un service qui va s'internationaliser parce que je suis bloqué par ma devise. Et juste, je reviens sur ce que vous disiez sur ces séries qui sont la loupe, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez qu'on a 63% du PIB marocain est produit sur quatre régions. Et le fonctionnement des bons séries, comme par hasard, se retrouve aussi sur ces 4 régions. Lorsque vous sortez un peu de ces régions où il y a par contre, et vous allez dans d'autres régions où il y a un fort potentiel, eh bien cette logique de bon fonctionnement de séries n'existe pas. Alors je ne parle même pas encore de l'appréhension du fonds Innovinvest, de savoir ce qu'on pourrait en faire dans certains milieux, c'est du domaine du fantasme. Mais ce fonds Innovinvest, pour moi, rejoint encore ces grandes lignes de projet de loi de finances qui sont de belles annonces, qui font rêver beaucoup de monde. Mais quand vous regardez entre les lignes, quand vous êtes un spécialiste du domaine, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune start-up marocaine qui peut se projeter dans une dimension mondiale ou ne serait-ce qu'africaine avec les dispositions qu'il y a aujourd'hui. Et il n'y a pas que pour le crowdfunding, il y a ce débat autour du Bitcoin, des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, voilà, je suis une start-up marocaine. Pour avoir ce qu'on appelle une API sur mon site, un système de paiement, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que je ne peux raisonner que Maroc, voire région. Et ça, quand on est une start-up, ça ne fait pas rêver. Et quand on parle justement de ces stratégies et des politiques sectorielles qui ont été mises en marche depuis plusieurs années maintenant, est-ce qu'elles offrent suffisamment d'opportunités pour le secteur privé, justement? Amine Djouri. Parce qu'on parle de fonds d'investissement, on parle d'Innovinvest, on parle de plusieurs plans, d'accélération industrielle, mais la PME dans tout cela? La PME, effectivement, il y a des grandes lois qui... Je dirais qu'il faut voir... Il y a deux entreprises qu'il faut regarder. Il y a la grande entreprise, effectivement, tous les plans sectoriels qui ont été adoptés, le plan d'accélération industrielle qui concerne les entreprises exportatrices, les secteurs exportateurs, etc. Et puis, il y a le reste du tissu économique, c'est-à-dire la TPME, 95%. Et là, c'est d'autres lois qui sont votées. C'est pour ça qu'on a eu un léger désaccord au début quand on parlait de mesurettes. Je pense que c'est d'autres mesures qui doivent être prises pour ces entreprises, justement en matière de délai de paiement, en matière fiscale, justement pour leur permettre de respirer au quotidien, de pouvoir payer leurs traites, de pouvoir payer leurs factures. Et pour moi, il y a deux visions différentes. Il y a la vision TPME, et donc c'est Elles ne sont pas transversales, ces deux visions? Pour moi, dans l'immédiat, je vais vous citer un exemple très clair. Par exemple, en matière de délai de paiement, les grandes entreprises, elles n'ont pas ce problème-là. Elles vont, bien sûr, elles vont très bien. C'est elles qui imposent, au contraire, les délais de paiement aux plus petites. Donc, ce qui est intéressant pour l'entreprise n'intéressera pas forcément la grande entreprise. La grande entreprise, elle veut innover, elle veut exporter. Quand on crée une petite entreprise, une boulangerie ou peu importe, une toute petite entreprise, l'idée, ce n'est pas d'exporter immédiatement ou d'innover. C'est juste de pouvoir vivre de son activité, c'est ça. Donc pour moi, c'est des séries de mesures qui sont complètement différentes en fonction de la taille de l'entreprise. C'est pour ça que je dis qu'elles ne répondent pas, cette loi de finances ne répond pas ou ne propose pas d'ambition particulière. Vous évoquez ces situations entre les grandes et les petites. Certes, mais à mon sens, le véritable problème, c'est qu'on ne leur propose rien, on n'explique rien, on n'a pas une vue au-delà d'une année. Parce que normalement,
je ne demande pas qu'on retourne au plan quinquennaux et qu'on soit dans cette logique soviétique, mais on doit quand même avoir un peu d'anticipation et de prévisibilité sur ce qui va se passer et sur ce que le gouvernement entend faire dans les prochaines années, parce que les entreprises ne fonctionnent pas sur l'année civile, 1er janvier, 31 décembre, et c'est fini. Là, on est en train de faire passer pour une vision économique des contraintes budgétaires étatiques. Combien on a ? Qu'est-ce qu'on peut allouer à quoi ? Bon, très bien, mais ça n'apporte pas de solution. Ça ne donne pas d'ambition et ça ne permet pas de motiver les citoyens, de se dire il y a un élan qui est fait. Et c'est pour ça que je déplore beaucoup au Maroc le fait qu'on... Je dénonce beaucoup le nationalisme à l'étranger. Au Maroc, on n'en a pas assez. On devrait être un peu plus nationaliste, regarder un peu plus justement ces entreprises, pas uniquement celles qui seraient exportatrices, qui vont être dans des zones franches fermées, réservées aux étrangers ou à MRE. Et d'ailleurs, ces entreprises... En parlant de MRE, on a un exemple justement de Marocains qui résident à l'étranger, parce qu'il nous reste peu de temps. Ouais. Et puis, ce serait bien qu'on parle aussi de cette frange d'entrepreneurs. D'abord, qu'est-ce qui vous avait motivé pour entreprendre au Maroc ? Et puis, finalement, est-ce une bonne expérience ? Alors, c'est une très bonne expérience. D'abord parce que quand on vient de la France au Maroc, évidemment, les standards, on se retrouve sur les mêmes standards et puis c'est assez facile de reprendre ces marques. Ce qui manque un peu, c'est de la pédagogie et de l'information. Effectivement, les grandes entreprises, elles ont... Vous rejoignez le point évoqué par Mohamed. Je rejoins parfaitement. Il nous manque de la pédagogie et de l'information, parce que quand bien même ces mesures de loi de finances et autres seraient incitatives et intéressantes, encore qu'il faudrait-il le savoir. Aujourd'hui, les PME, TPE, elles n'ont aucune bonne source d'information et on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une pédagogie qui est faite dans ce sens. Mais à quel niveau, justement ? Alors, je prends l'exemple des séries, peut-être ? Alors, peut-être pas des séries, mais puisqu'on parle des MRE, la 13e région, cette initiative qui a été faite par le ministère des Marocains des résidents étrangers et la CGM. Alors, c'est une bonne initiative, cette 13e région, pour montrer qu'il y a peut-être aussi une valeur ajoutée qui peut être créée par ces Marocains à travers le monde. Mais encore, faudra-t-il les orienter, faire une vraie sélection. L'initiative est bonne, mais on a eu un peu de tout. Alors, pour moi, il ne suffit pas d'avoir une entreprise en France ou en Belgique pour pouvoir penser, projeter ou créer de la valeur au Maroc. Non, il faut commencer à cultiver un vrai réseau de Marocains à travers le monde et ensemble voir de quelle façon on pourrait répondre aux vraies problématiques qui sont, pardon de le rappeler, mais l'emploi et la formation. Voilà. Et pour moi, ces premières créations de valeur, elles doivent se trouver d'abord sur l'emploi et la formation et aussi sur la mobilité. On a des étendues dans notre pays qui ne sont pas exploitées avec un fort potentiel. Et si on veut encourager cette mobilité positive, il faut aussi encourager les Marocains qui résident à l'étranger à se projeter dans différentes régions du royaume, autres que celles constamment évoquées, qui sont le Grand Casablanca, Tanger, Agadir et Rabat. Donc l'expérience est bonne, elle est enrichissante. Je déplore juste un manque d'information et un manque de pédagogie à notre égard. On est quand même toujours vu, Marocains résidant à l'étranger, même quand on est de retour au pays, comme étant des éléments, des pièces rapportées, alors qu'on est partie intégrante de la dynamique du pays. Pour justement clore ces discussions, j'aimerais avoir les projections de chacun de vous pour l'année qui commence, et en l'occurrence avec tous ces aspects que nous avons évoqués lors de cette discussion. Comment cette entreprise pourrait peut-être avoir une meilleure année, un meilleur cru que 2017, en sachant que, bon, nous avons un gouvernement, ou presque, et nous avons une loi de finances. Nous commençons l'année, contrairement à 2017, avec une loi de finances. Amine Diouli. Très honnêtement, je suis très attentiste par rapport à 2018. Les prévisions ne sont pas nécessairement très bonnes en matière de croissance économique, en matière de défaillance d'entreprise, en matière de délai de paiement. J'attends de voir déjà ces éléments pour moi qui sont primaires, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas d'amélioration en matière de délai de paiement, les entreprises continueront de souffrir et il n'y aura pas d'innovation. Je parle de la TPM, mais je ne parle pas de la grande. Il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas d'exportation, il n'y aura pas de croissance intrinsèque de l'entreprise marocaine. Donc j'attends de voir. Mohamed El Khouer. Alors, moi, je pense qu'on a beaucoup trop attendu et qu'on doit maintenant, il est indispensable de se retrousser les manches et d'agir rapidement, avec célérité et efficacité. Un dernier mot, Khalid Boussik. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'après l'euphorie de 2017 et des grandes annonces, j'ai envie de dire qu'on va faire place à un optimisme mesuré pour 2018, avec peut-être que les institutions soient un peu plus à l'écoute du privé et un peu plus dans l'action. Effectivement, comme vous le disiez, réduire le temps juridique et passer plutôt au temps de l'action et à l'exigence de résultats. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Médiane TV, de partager avec nous toutes vos analyses et vos éclairages. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat, votre rendez-vous avec le monde de l'économie et de la finance sur Médiane TV, Médiane TV Afrique.